La pluie martelait les rues de Florence comme 1000 petits marteaux frappant le verre. Des éclairs zébraient le ciel, illuminant un instant les marches de la cathédrale. Alexander Grant serra le volant, la mâchoire crispée. La tempête dehors reflétait celle en lui, bruyante, implacable, impossible à faire taire. Aux yeux du monde, il avait tout, la richesse, l'influence, un empire bâti au fil des décennies par la discipline et le contrôle. Mais ce soir, rien de tout cela n'avait d'importance. Car là-haut, dans la villa perchée au-dessus de la ville, se trouvait Isabella, son épouse, assise dans son fauteuil roulant, ombre vide de la femme vibrante qu'elle avait été. La maison qui jadis résonnait de musique étouffait désormais dans le silence. Et Alexander ignorait comment la ramener à la vie. Alors que sa voiture longeait le Duomo, son regard fut attiré par un mouvement au pied des marches de la cathédrale. D'abord, il pensa qu'il s'agissait de débris emportés par la tempête. Mais soudain, un bras mince se leva faiblement. Son cœur se serra. 3 petites silhouettes se tenaient là, blotties les unes contre les autres, comme si elles étaient leur seul ancrage dans le monde. Des enfants. Alexander gara la voiture le long du trottoir, son manteau trempé en un instant par la pluie, et s'avança. Son pouce accéléra. Et il les vit enfin clairement, 3 petites filles, identiques, le visage pâle, les cheveux collés par l'averse. Elles tremblaient, les genoux serrés contre leur poitrine. Leur pull mince ne les protégeait pas du froid. Leurs chaussures usées, parfois sans lacets, s'enfonçaient dans les flaques. Alexander s'accroupit, sa voix douce mais tremblante. « Que faites-vous ici, sous cette tempête ?» La fillette du milieu leva la tête. Ses yeux, grands, fixes, portaient une gravité qu'aucun enfant ne devrait connaître. Sa voix était faible, mais ferme. « Nous attendons. »« Attendez qui ?» demanda Alexander, la gorge nouée. « Quelqu'un » murmura la fillette de droite, ses mots presque étouffés par le tonnerre. Mais personne n'est venu. La troisième enfonça son visage dans l'épaule de sa sœur, tremblant si fort que ses dents claquaient. Alexander balaya la place du regard, cherchant désespérément un adulte, un prêtre, une présence. Mais les rues étaient désertes. Seule la tempête témoignait de leur détresse. « Depuis combien de temps êtes-vous là » demanda-t-il doucement. « Depuis ce matin » répondit la fillette du milieu, sans hésiter. Ces mots le frappèrent plus fort qu'un éclair. Il les imagina assises là pendant des heures, tandis que la ville s'agitait autour d'elle, les touristes prenant des photos, les vendeurs criant, les passants courant sous leurs parapluies, sans que personne ne s'arrête. « Et vos parents » réussit-il à articuler. La fillette hésita, ses lèvres tremblantes. Puis sa voix, trop âgée pour son jeune âge, tomba comme un couperet. « Notre mère est partie. Notre beau-père nous a laissés ici. Il a dit que quelqu'un prendrait soin de nous. Ce n'était pas un abandon. C'était une condamnation. » Quelque chose se brisa en Alexander, quelque chose qui l'avait enfermé depuis longtemps. Les filles ne pleuraient pas. Même si la pluie ruisselait sur leurs joues, leurs yeux restaient secs. Elles avaient déjà dépassé les larmes, déjà dépassé l'espoir d'être secourues. « Vous avez faim » demanda-t-il. Elles échangèrent un regard inquiet avant d'acquiescer timidement. La plus timide murmura. « Nous n'avons rien mangé depuis hier. » Alexander tendit la main, ferme malgré la tempête qui grondait en lui. « Venez avec moi. Je vais vous mettre à l'abri. » La fillette du milieu le scruta longuement, ses yeux trop vieux pour son âge assombris par la méfiance. « Pas la police » dit-elle avec fermeté. Ce n'était pas une question. C'était la peur à nu. « Pas ce soir » promit Alexander, sa voix plus grave qu'il ne l'aurait cru. « Ce soir, vous aurez de la chaleur, de la nourriture. Demain, nous déciderons du reste. Mais ce soir, vous êtes en sécurité. Est-ce que vous me faites confiance ?» Les 3 se rapprochèrent encore, murmurant entre elles à voix basse. Finalement, la meneuse tendit sa main glacée. Avec effort, elle releva ses sœurs. Leurs jambes, raides de froid, tremblaient, mais elles le suivirent. Il ouvrit la portière arrière de la voiture. Elles grimpèrent en silence, agrippées l'une à l'autre comme si se lâcher signifiait tout perdre. Leurs petits corps disparurent presque dans les sièges de cuir. Alexander alluma le chauffage à fond, puis se retourna. Dans la lueur du tableau de bord, leurs visages paraissaient plus doux, mais la peur ne les quittait pas. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il doucement. La meneuse redressa la tête. Sa voix était claire. « Je m'appelle Ira. Voici Marie. Et là, c'est Lucia. » Alexander répéta les prénoms comme pour en mesurer le poids. Ira. Marie. Lucia. Moi, je suis Alexander. À l'arrière, la petite Marie osa une question, timide. « On dormira dans un vrai lit, ce soir ?» Le cœur d'Alexander se serra. « Oui » répondit-il d'une voix ferme. « Un vrai lit. Avec des couvertures. » Lucia leva la tête à son tour. « Et à manger ? Autant qu'on veut ? » ?»« Oui » souffla-t-il, la gorge serrée. « Autant que vous voulez. » Quand la voiture franchit enfin les grilles de la Villa Grant, la tempête commençait à s'apaiser.
La demeure, immense, se dressait dans la nuit, ses jardins ruisselant d'eau. Pour Alexander, elle avait toujours été une prison dorée. Mais pour les trois sœurs, c'était un autre monde. Elles restèrent dans l'embrasure, dégoulinantes, hésitant à avancer. Alexander s'agenouilla encore une fois. « Voici votre maison pour ce soir. Vous êtes en sécurité ici. » À l'étage, Isabella bougea. Depuis des mois, elle vivait recluse derrière des rideaux tirés, le silence comme unique compagnon. Mais soudain, des voix résonnaient dans les couloirs, frêles, incertaines, mais vivantes. Elle fit rouler son fauteuil jusqu'au palier, ses mains tremblant sur les roues. Alexander leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Elle était pâle, les cheveux défaits, le visage marqué par l'incrédulité. « Il y a des enfants dans notre maison », murmura Isabella. « Oui », répondit Alexander d'une voix ferme. Son regard se posa sur les triplés, qui levaient vers Isabella des yeux écarquillés. La voix d'Isabella trembla lorsqu'elle demanda. « Penses-tu que je puisse m'occuper d'enfants » La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée, fragile et dévastatrice. Alexander soutint son regard. Sa réponse fut posée, sans détour. « Je ne pouvais pas les laisser. » La villa retomba dans le silence, seulement troublée par le murmure décroissant de la tempête. Trois sœurs abandonnées. Une épouse brisée. Un homme qui croyait n'avoir eu aucun choix. Aucun d'eux ne comprenait encore combien cette nuit allait les transformer. Le premier matin après l'arrivée d'Ira, Marie et Lucia à la Villa Grant, la maison elle-même parut différente. Pendant des mois, le silence avait régné dans chaque couloir. Seul résonnait le tic-tac lointain des horloges anciennes et le roulement du fauteuil d'Isabella sur le parquet. Mais ce matin-là, des chuchotements, des rires discrets se glissèrent dans les recoins comme des rayons de soleil perçant les fentes d'une pièce close. À la table du petit déjeuner, les trois sœurs étaient assises, vêtues de chemises bien trop grandes, empruntées à la garde-robe d'Alexander. Le tissu noyait leurs frêles silhouettes. Leurs yeux passaient nerveusement des couverts d'argent au plafond immense. Chaque bouchée était mesurée, prudente, comme si la nourriture pouvait disparaître à tout instant. Alexander servait du jus, coupait du pain, étalait de la confiture. Il s'efforçait d'agir comme si tout cela était normal, comme si offrir un repas à trois étrangères n'était pas en train de réécrire son existence. Les filles répondaient par de timides « merci », leur voix tremblante mais polie. Mais derrière cette politesse se cachait une faim née de la survie. Alexander la reconnut aussitôt, il l'avait déjà vue, autrefois, dans son propre reflet, avant que la fortune n'adoucisse les angles de sa vie. À l'étage, Isabella avait laissé sa porte légèrement entr'ouverte. Elle ne l'avait pas fait depuis un an. Les jours passèrent. Les filles commencèrent à explorer la villa d'un pas hésitant, guidées par une curiosité timide. Leur première découverte fut la bibliothèque. Ira, audacieuse et curieuse, faisait courir ses doigts sur les reliures de livres rédigés dans des langues qu'elle ne pouvait pas encore lire. Lucia, l'attentive, ouvrait les gros volumes et contemplait les illustrations avec émerveillement, comme si chaque image était une porte vers un autre monde. Marie, timide mais inventive, empilait des coussins pour bâtir de petites forteresses et chuchotait des histoires à ses sœurs à l'intérieur de ses royaumes de tissu. Mais ce ne fut pas la bibliothèque qui changea tout. Ce fut la nurserie. Alexander n'y était pas entré depuis plus d'un an. Il l'avait verrouillée, scellée comme une blessure refusant de guérir. À l'intérieur, un berceau inutilisé, des murs à moitié peints décorés d'étoiles pâlies, des étagères remplies de jouets imprégnés encore d'une légère odeur de talc. Cette pièce avait été le sanctuaire d'Isabella, l'espace où elle avait versé tout son amour, toute son espérance, en préparant l'arrivée de l'enfant qu'elle n'avait jamais pu tenir dans ses bras. Un après-midi, alors qu'Alexander était absorbé par des appels professionnels dans son bureau, les triplés tombèrent sur la porte verrouillée. Les enfants remarquent toujours ce que les adultes cherchent à cacher. Elles chuchotèrent, essayèrent la poignée, puis tirèrent jusqu'à ce que le loquet cède. La porte grinça en s'ouvrant. Des poussières dansaient dans les rayons dorés de l'après-midi. Les filles avancèrent lentement, les yeux grands ouverts devant ces trésors oubliés, de petites couvertures soigneusement pliées, des peluches alignées, des livres d'images rangés en parfait ordre. Pour elles, c'était un royaume merveilleux. Pour Isabella, c'était un tombeau. Du rez-de-chaussée, Isabella entendit un éclat de rire. D'abord, elle l'ignora, le cœur oppressé. Mais lorsqu'elle comprit que le son venait de cette pièce, elle se figea. Sa poitrine se serra. Elle n'avait pas osé y penser depuis des mois. Et pourtant, ses rires l'Y ramenaient de force. Ses mains tremblaient tandis qu'elle roulait lentement dans l'escalier, chaque tour de roue une lutte entre la peur et le désir. Arrivée au seuil, elle s'arrêta. Les trois petites filles étaient là. Elles sortaient des peluches des étagères, empilaient des cubes, essayaient des bonnets trop petits pour leur tête. Leur rire était pur, innocent. Puis, elles la virent. La pièce devint silencieuse. Ira parla la première, sa voix douce. « C'était la chambre de ton bébé ?» La question transperça Isabella comme une lame. Elle agrippa l'encadrement de la porte, ses jointures blanchissant. Sa gorge se serra comme si l'air refusait de passer. Enfin,
Elle murmura, la voix brisée. Oui. C'était sa chambre. Lucia leva un livre usé, ses petits doigts caressant doucement les bords. C'est magnifique. C'est toi qui l'as fait comme ça? Les souvenirs jaillirent, les heures passées à peindre des étoiles au plafond, à coudre des rideaux au fil doré, à disposer chaque jouet avec soin. Isabella déglutit difficilement. Oui, répondit-elle d'une voix faible. Sa voix se fendit. Marie avança timidement, tenant un ours en peluche. Sa fourrure était passée, un bouton d'œil à moitié décousu. Il ne l'a jamais utilisé, n'est-ce pas? Les lèvres d'Isabella tremblèrent. Sa poitrine s'effondra sous le poids du souvenir. Des larmes emplirent ses yeux avant qu'elle ne puisse les retenir. Non, souffla-t-elle. Il n'en a jamais eu la chance. Les triplés ne comprenaient pas toute la gravité de sa douleur, mais les enfants n'ont pas besoin d'explications pour sentir la tristesse. Sans hésiter, elles reposèrent les jouets avec précaution, comme pour honorer quelque chose de sacré. Puis Ira s'approcha et posa doucement sa main sur son bras. « On peut jouer ici pour lui, dit-elle. Comme ça, la chambre ne sera pas seule. » La respiration d'Isabella se bloqua dans sa poitrine. La suggestion était insupportable, et pourtant étrangement réconfortante. Pendant des mois, elle avait fermé cette porte, refusant d'admettre son existence. Et maintenant, ses enfants l'invitaient à briser le silence. À partir de ce jour-là, la nurserie devint leur lieu de rencontre. Les fillettes inventaient des histoires de royaumes magiques où les princes perdus retrouvaient leur foyer, où les choses brisées guérissaient, où les mères ne partaient jamais. Elles riaient, fredonnaient des berceuses à moitié oubliées de leur propre mère, et parfois demandaient à Isabella de les rejoindre. Au début, elle restait sur le seuil, les observant d'un regard douloureux. Mais peu à peu, elle se mit à entrer dans la pièce, roulant son fauteuil près d'elle tandis qu'elle construisait des tours ou imaginait le berceau transformé en navire affrontant des tempêtes. Les échos la troublaient. Leur rire réveillait des mélodies qu'elle avait enfouies, la berceuse qu'elle fredonnait au piano, la chaleur de l'attente lorsqu'elle posait les mains sur son ventre, le silence de l'hôpital lorsqu'elle comprit que son bébé ne viendrait jamais. Elle n'en savait rien. Et pourtant, elle faisait renaître tout cela. La nuit, Isabella restait éveillée, partagée entre la peur et le désir. Alexander remarquait le changement. Souvent, il la surprenait devant la porte de la nurserie, les doigts effleurant le bois comme une cicatrice. Il tentait de la rassurer, bien qu'il fût lui aussi troublé. Mais il ne pouvait ignorer l'étincelle qui revenait peu à peu dans ses yeux. Tout menait à un moment qu'Isabella n'avait pas anticipé. La soirée où le piano chanta de nouveau. Cela arriva un soir baigné de lumière d'orage. La pluie battait contre les vitres de la villa, les éclairs déchiraient le ciel toscan en éclats d'argent. Isabella, recroquevillée sous une couverture, tentait de se perdre dans les mots d'un livre. Mais son regard revenait sans cesse vers le silence des couloirs. Les filles s'étaient éclipsées à l'étage. Leur chuchotement léger descendait l'escalier comme des fantômes. Puis vint le son. Une note hésitante, brisée, jaillit du piano du salon. Isabella se figea, le corps raide comme frappé par la foudre. Une note devint 2, puis 3. Bientôt, une mélodie maladroite prit forme. Sa respiration se bloqua. Ce n'était pas n'importe quelle chanson. C'était celle-là, la berceuse qu'elle jouait chaque soir lorsqu'elle attendait son enfant. La mélodie qu'elle avait juré de ne plus jamais toucher, celle qui portait à la fois l'espoir et le chagrin dans chaque accord. Ses doigts se crispèrent sur la couverture. Le livre glissa de ses genoux. Elle dirigea son fauteuil vers l'escalier, chaque mouvement un combat entre la terreur et l'irrésistible appel. Plus elle approchait, plus la mélodie grandissait, incertaine, maladroite, mais étrangement familière. Lorsqu'elle atteignit le palier, le spectacle qui s'offrit à elle lui brisa le cœur. Les 3 fillettes étaient assises ensemble sur le banc du piano, leurs petits doigts courant sur les touches. Elles s'appuyaient les unes sur les autres pour garder l'équilibre, leurs visages illuminés par la concentration. Les notes étaient imparfaites, mais ensemble, elles créaient quelque chose de fragile et douloureusement beau. Un instant, Isabella ne put respirer. Les images l'assaillirent, ses mains glissant sur ces mêmes touches un an plus tôt, son ventre arrondi, Alexander la regardant depuis l'embrasure avec un sourire. Puis vint le fracas. L'hôpital. Le silence. « Arrêtez !» cria-t-elle, la voix aiguë et tremblante. Les filles se figèrent aussitôt. Leurs mains quittèrent les touches, leurs yeux s'écarquillèrent de peur. Même la tempête sembla se suspendre, comme si le monde retenait son souffle. Isabella porta ses mains à sa poitrine, son corps secoué de tremblements. « Savez-vous seulement ce que vous jouez » souffla-t-elle, la voix brisée. Ira secoua lentement la tête. « On a juste trouvé la chanson dans l'ancien cahier près du piano » dit-elle doucement. « On la trouvait belle. » Les mots transpercèrent Isabella comme du verre. Le cahier. Elle avait oublié jusqu'à son existence un recueil de berceuses écrites de sa main. Les entendre de nouveau, maladroitement jouées par ses enfants, était insoutenable. Des larmes emplirent ses yeux. « C'était la chanson de mon fils » murmura-t-elle, la voix étranglée.
Marie glissa du banc, sa chemise trop grande collée à sa petite silhouette. Elle serra nerveusement l'ourlet entre ses doigts. « On ne voulait pas te faire de mal, dit-elle timidement. Alors, les sanglots d'Isabella éclatèrent. Brute. Incontrôlée. Le cri d'une âme qui se défait. Les fillettes accoururent, agrippant ses bras, sa couverture, ses doigts tremblants. Leur présence était écrasante, presque étouffante. Une part d'elles voulait les repousser, les chasser de la pièce et retourner au silence. Mais lorsqu'elle baissa les yeux vers leur visage, trois paires d'yeux effrayés, désespérés de réparer ce qui venait de se briser, quelque chose céda en elle. Le tonnerre roula sur la villa. Isabella inclina la tête, ses larmes coulant dans les cheveux d'Ira. « Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle. Vous ne pouvez pas comprendre. » Mais Ira, d'une voix plus assurée que son âge, répondit. « Peut-être que si. » Ces mots frappèrent Isabella comme un éclair. Elle plongea son regard dans le leur. Et elle n'y vit pas seulement des enfants, mais des survivantes. Des fillettes qui portaient déjà un chagrin trop lourd pour leurs petites épaules. Elles avaient perdu leur mère. Elles avaient été abandonnées par celui qui devait les protéger. Elles connaissaient le vide. Elles connaissaient la peur. Peut-être qu'à leur manière, elles comprenaient vraiment. La réalisation l'effraya. Ces enfants abattaient les murs qu'elle avait construits, l'arrachant à la prison de son deuil. C'était comme se tenir au bord d'une falaise, le sol s'effritant sous ses roues. Et pourtant, derrière cette peur, quelque chose renaissait, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La connexion. D'une main tremblante, Isabella toucha la joue de Lucia. La fillette sursauta d'abord, puis se laissa aller contre ce contact, comme affamée de tendresse. Marie se pressa contre son flanc, tandis qu'Ira, solide et protectrice, passa ses bras autour de sa taille. Le fauteuil devint un cocon, quatre âmes brisées, s'agrippant l'une à l'autre dans la tempête. Ce soir-là, Alexander rentra, trempé par la pluie. À peine entré, il s'immobilisa. Du salon montaient des voix, pas trois, mais quatre. Il suivit le son jusque dans la pièce. Et là, il la vit. Isabella. Assise dans son fauteuil, mais vivante d'une façon qu'il n'avait pas vue depuis plus d'1 an. Ses mains s'animaient tandis qu'elle parlait, dessinant des images dans l'air. Sa voix avait retrouvé des couleurs. Les fillettes étaient assises en tailleur autour d'elle, les yeux grands ouverts, le visage illuminé d'émerveillement, tandis qu'Isabella leur racontait une histoire. Et le dragon, dit-elle, abaissant sa voix dans un grondement profond, n'était pas vraiment mauvais. Il était juste seul. Il voulait que quelqu'un le voie tel qu'il était vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Demanda Lucia, serrant un coussin contre elle. 3 princesses courageuses sont venues, poursuivit Isabella, posant un regard sur chacune d'elles à tour de rôle. Elles ont regardé au-delà du feu et des écailles. Et elles ont vu son cœur. Et parce qu'elles l'ont fait, le sortilège a été brisé. La gorge d'Alexander se serra. Il ne pouvait ni bouger, ni respirer. C'était la femme dont il était tombé amoureux, la rêveuse, la conteuse, celle qui pouvait apaiser n'importe quel enfant simplement par sa présence. Pendant des mois, elle avait été perdue dans les ombres. Et maintenant, elle rayonnait à nouveau. Isabella remarqua sa présence. Un instant, l'incertitude traversa son visage. Mais lorsqu'elle vit les larmes dans ses yeux, elle sourit, le plus petit, le plus fragile des sourires. Alexander fit un pas en avant, la voix brisée. « Tu es de nouveau vivante. » Les fillettes regardèrent tour à tour Alexander et Isabella, sans comprendre toute la portée de ces mots, mais sentant quelque chose de sacré dans l'air. Elles grimpèrent sur les genoux d'Isabella, l'enveloppant de leurs bras, scellant ce moment dans une étreinte. Pour Isabella, c'était terrifiant, car cela l'obligeait à affronter tout ce qu'elle avait enfoui. Mais c'était aussi indéniable. Les fantômes de son passé ne l'avaient pas détruite. Ils l'avaient portée, tremblante, réticente, de nouveau vers la lumière. Le coup frappé à la porte arriva un mardi matin. Il était sec, délibéré, le genre de son qui résonne non seulement dans les murs, mais aussi dans les cœurs. Isabella se trouvait dans la cuisine avec Ira, Marie et Lucia, les aidant à couper des fruits pour le petit déjeuner. L'air vibrait de rire léger quand soudain, la frappe trancha cette douceur comme une lame. La villa tomba dans le silence. Alexander ouvrit la lourde porte, le dos raide. Sur le seuil se tenait une femme en tailleur, une sacoche de cuir contre son flanc. Son visage restait impassible, indéchiffrable. Elle se présenta comme Rosa Bianchi, représentante du service de protection de l'enfance de Florence. « Nous avons reçu un signalement concernant 3 mineurs vivant ici sans tuteur légal, dit-elle d'un ton sec. Je dois vérifier leur situation. » Derrière Alexander, les triplés agrippèrent sa veste, leurs petites mains serrées comme si elles craignaient qu'ils disparaissent. Le regard de Rosa s'adoucit brièvement à cette vision, mais sa voix demeura professionnelle. Isabella s'avança en fauteuil, les mains fermes sur les roues. Elle se plaça entre les enfants et Rosa, sa voix tremblante mais déterminée. « Elles ne font pas que vivre ici. Elles sont notre famille. » Rosa commença à expliquer les procédures, tutelle temporaire, évaluation d'accueil, audience interminable.
Chaque mot tranchait le fragile cocon de chaleur que la maison avait construit. Les fillettes se figèrent. Marie enfouit son visage dans les genoux d'Isabella. Ira redressa le dos, essayant de paraître plus courageuse qu'elle ne l'était. Lucia murmura avec désespoir. « S'il vous plaît, ne nous emmenez pas. » Cette supplique alluma un feu en Isabella. « J'ai perdu un enfant autrefois, » dit-elle, sa voix nue, vibrante de douleur et de colère. « J'ai cru que ma vie était finie. Mais ces filles, elles m'ont redonné le goût de vivre. Elles ne sont pas des invités de passage. Elles sont mes filles. Vous ne pouvez pas défaire ce qui est né ici. » Alexander avança à son tour, sa voix calme mais inébranlable. « Nous passerons par toutes les démarches. Toutes les exigences. Vérification d'antécédents, audit, évaluation, nous ferons tout. Mais nous ne permettrons pas qu'elles soient séparées à nouveau. » Rosa les observa attentivement. Un instant, son masque chancela. Puis elle hocha la tête. « Nous commençons immédiatement. Mais comprenez bien, ce ne sera pas facile. » Et ce ne le fut pas. Les semaines suivantes furent une tourmente d'entretiens, d'inspections et de paperasse. Les assistants sociaux scrutèrent l'empire d'Alexander, doutant qu'un homme d'une telle puissance puisse aussi être un père. Les psychologues examinèrent Isabella, questionnant si son deuil ne l'avait pas laissée trop fragile pour élever des enfants. Chaque question était une lame. Chaque doute, une blessure. Mais ils tinrent bon. La nuit, lorsque la maison s'apaisait enfin, Alexander et Isabella restaient côte à côte, l'épuisement gravé sur leurs traits. Et chaque fois qu'ils posaient les yeux sur les fillettes endormies dans la chambre d'amis, ils retrouvaient de la force. La peur de les perdre était insoutenable, mais elle forgeait une unité entre mari et femme plus solide que jamais. Puis vint l'audience. C'était en décembre, un matin éclatant, presque cruel dans sa beauté. Le tribunal, massif et de marbre, se dressait comme un monument d'autorité. À l'intérieur, la tension était suffocante. Alexander portait un costume sombre. Isabella, droite dans son fauteuil, la détermination gravée sur le visage. Les triplés arboraient des robes assorties, leurs cheveux soigneusement tressés, leurs petites mains entrelacées. Elles formaient une image de courage, même si leurs yeux trahissaient la peur. Le juge Romano présidait, ses cheveux d'argent brillant sous la lumière. Il feuilleta l'épais dossier de rapport, son expression impénétrable. Sa voix résonna, grave et ferme. Il s'agit d'une affaire inhabituelle, mais non sans précédent. Je dois être convaincu non seulement de votre capacité à subvenir, mais aussi de la profondeur de ce lien. Alexander prit la parole en premier. Ses mots étaient mesurés, pratiques. Il parla de stabilité, de ressources, d'éducation, de sécurité. C'était la voix d'un homme d'affaires qui avait bâti un empire. Mais le témoignage d'Isabella fit taire la salle. « Ces filles m'ont trouvé brisé, dit-elle doucement. Elles sont entrées dans une maison de silence et l'ont remplie de vie. Elles m'ont guéri d'une manière qu'aucun médecin n'aurait pu. Je ne les aime pas comme un remplacement de l'enfant que j'ai perdu, je les aime comme les filles que j'étais destiné à avoir. Si vous les enlevez, vous ne retirerez pas seulement des enfants d'une maison. Vous déchirerez une famille cousue d'amour. » Sa voix tremblait, mais elle ne faiblit pas. Des larmes brillaient dans ses yeux. Même les greffiers suspendirent leurs plumes. Puis le juge se tourna vers les triplés. « Et vous, enfants, que voulez-vous » Ira, courageuse et droite, avança la première. « Nous voulons rester. Il nous aime comme personne ne l'a jamais fait. » La voix de Lucia suivit, douce mais ferme. « C'est le premier endroit où l'on se sent en sécurité. » Et Marie, serrant la main d'Isabella de toutes ses forces, murmura. « Nous ne voulons plus être abandonnés. » Le silence tomba. Judge Romano leaned back, removed his glass, and let out a long breath. In my years on this bench, I have seen many family formed by law. Fewer by choice. And rarity by destiny. What is here is extraordinary. Et raised his gavel. And with a single strike, the room erupted. The adoption is approved. Isabella gasped, tears spilling down her cheek. The girls clung to her, to Alexander, wrapping their arms around them in pure joy. Even Rosa Bianchi, who had stood so firm, allowed herself a small, relieved smile. Outside, the bell of Florence rang loud and triumphant, as if the entire city bore witness. That day, the battle of love and law was won. And for the first time in a long time, victory belonged not to wealth, not to power, but to that. Winter faded into spring, and with it the grand villa transformed into something it had never truly been before, a home. The once pristine gardens, meant only for prestige, now overflowed with life. Daisies sprouted in wild patch where the girls had planted seed. Sunflower leaned proudly towards the sky, tended with Marie's patient care. Lucia claimed a corner for Lavendée, insisting ETS some would keep the house calm. What was once a carefully manicured showpiece became a living, breeding garden messy, imperfect, but vibrant with love. Inside, the echo of silence had been replaced.
The villa no longer felt like a mausoleum. Instead, it ran with laughter, with argument over board game, with a clanking of spoon against a bowl of Isabella's homemade soup. Life hadn't just returned, it had taken root. Every morning began with new ritual. Alexander, the man who once measure every day by business meeting and profit margin, now woke early to make breakfast. He became clumsy with the frying pan, often burning the edge of pancake. But every time, the girls cheered at together performed magic. Their applause filled the room with warmth et hadn't known a craved. And Isabella, once apprisonnée in her wheelchair, once drowned in grief, began to bloom again. She watched the morning unfold with a smile that carried a tenderness Alexander thought had lost forever. The girls gave her something priceless: purpose. School was the next chapter. For children who had known nothing but absence and fear, walking through the gates of a private Tuscan school was terrifying. They clung to each other, shoulder tight, unsure if they belonged. But within weeks, their world shifted. They returned home with stories of classmates who shared a lunch, of teachers who pressed their curiosity, of library books they could not stop reading. To Alexander and Isabella, every story felt like a miracle. The girls weren't just surviving anymore. They were beginning to live. And in the evening, Isabella rediscovered her voice. The living room became their sanctuary. Blanket thrown across the floor. A fire crackling in the heart. The girls nestled close as Isabella told stories once again. She spun tales of enchanted forest, of brave queens, of hidden kingdom where lost children always found their way home. Sometimes, the triplet interrupted with their own ideas, giggling as they twisted the plot. Other times, they listened in perfect silence, their eyes wide, their hearts open. It was more than storytelling. It was selling. Thread by thread, Isabella stitched her broken soul back together through the act of giving the girl's dream. But perhaps the most profound change was what the girls called her. One evening, as Mary clutched her hand after a bedtime story, she whispered, "Good, Mama Bella." The word pierced Isabella's heart, not with pain, but with overwhelming joy. She broke down crying, unable to contain it. A name, so simple, had given her back an identity she thought she had lost forever. From that night forward, she wasn't just Isabella. She was Mama Bella. Alexander too was reshaped. HES Empire did not collapse when he stepped back. HES manager learned to lead. But he discovered something far more valuable than another deal signed or another restaurant opened et discovered presence. The man who once measured wealth in profit now measured it in bedtime hug, in the drawing taped to his office wall, in the way Isabella's laughter returned to fill the villa. 6 months after the adoption was finalized, the family hosted a small celebration in the garden. No banquet. No business partner. Just them and a few close friends. The table was strewn with fairy lights. Mason jar overflowed with flowers plucked straight from the garden. The triplet wore dress they had chosen themselves, their hair braided with ribbon Isabella had once kept tucked away in drawer, untouched since her own tragedy. As the sun dipped low, Alexander stood to raise a glass of sparkling water. HES voice trembled as he began. To my family, he said, emotion thick in his throat. For years he thought wealth was about what he could build, what he could buy. But tonight, looking at all of you, he understands. The greatest fortune he will ever have is right here. Ira grinned and nudged him. Does that mean we're richer than your restaurant? Alexander looked, his eyes wet with tears. Far richer. The girls cheered, their voices echoing into the warm Tuscan night. Isabella reached across the table, her hand found in his. In her gaze, Alexander saw not just gratitude, but a strength reborn. For the first time in years, they weren't surviving grief. They were living joy. Latte, as the star began to scatter across the sky, the triplet demanded one last story. Isabella obliged, her voice rising over the soft hum of cricket. She told the tale of 3 stars who had fallen from the heavens, lost and wandering, until they found a castle that had once been silent. The stars shone so brightly that they lit every dark corner. And in doing so, they healed the castle itself. When she finished, silence fell. The girl's face glowed in candlelight. Then Lucia whispered softly, "That's us, isn't it?" Isabella's throat tightened. She nodded, unable to speak. That night, after the girls drifted to sleep, Alexander and Isabella sat together on the terrace. The villa l'équiait, but it no longer felt empty. It pulsed with life. Isabella leaned her head against his shoulder. "We were broken," she whispered. "All of us. But together, we became whole." Alexander kissed her ear, his gaze fixed on the horizon.
We didn't juste survive et murmure. We were reborn. Sous les étoiles de Florence, la famille Grant sut que leur histoire n'était plus celle d'une tragédie. C'était une histoire de redécouverte, d'un amour choisi, de blessures guéries, d'un foyer reconstruit. Du premier coup de tonnerre, cette nuit pluvieuse à Florence, jusqu'au son des cloches du tribunal des mois plus tard, la famille Grant avait traversé le feu ensemble. Mais leur voyage était loin d'être terminé. Car la véritable guérison ne se produit pas en un seul instant. Elle se tisse dans les jours calmes, ordinaires, qui suivent. Le printemps céda place à l'été. La villa n'évoquait plus les fantômes. Elle vibrait désormais des rituels qu'une famille seule peut inventer. Des petits déjeuners remplis de pancakes brûlés. Des après-midi où les filles se peignaient les ongles avec des paillettes trop voyantes. Des soirées où Alexander quittait son bureau plus tôt pour jouer à cache-cache dans les longs couloirs de la villa. Isabella avait changé plus que tout. Le fauteuil roulant qui jadis ressemblait à une cage devint tout autre chose, un trône. Les filles l'avaient décoré de stickers d'étoiles et de fleurs, jusqu'à ce qu'il brille de couleurs. Elle les portait avec fierté, non avec honte. Elle n'était plus la femme brisée dans son fauteuil, elle était devenue Mama Bella, le centre de l'univers de ses filles. Les filles aussi avaient fleuri. Ira, courageuse et ferme, devint la meneuse qu'elle avait toujours été destinée à être, sa bravoure guidant chacun de ses choix. Marie, douce et sage au-delà de son âge, apprit à voir la beauté là où d'autres ne regardaient pas. Lucia, discrète mais forte, découvrit sa voix douce mais inébranlable. Elles étaient arrivées à la villa apeurées, incertaines, abandonnées. Désormais, elles étaient des filles. Protégées. Chéries. Chez elles. Mais ce qui définissait la famille Grant n'était pas seulement la joie. C'était ce qu'ils avaient enduré ensemble. Ils avaient affronté des assistants sociaux qui doutaient d'eux. Des tribunaux qui les questionnaient. Un chagrin qui menaçait de les noyer. Et pourtant, chaque épreuve les avait forgés plus forts. Alexander découvrit que la richesse sans amour n'était qu'un registre vide. Son empire avait peut-être été bâti sur des contrats et des délais, mais son héritage, le seul qui comptait, était la famille pour laquelle il avait choisi de se battre. Isabella, autrefois réduite au silence par la perte, retrouva son but. Elle avait cru que son histoire était terminée, que sa chanson était éteinte à jamais. Mais 3 petites filles aux voix tremblantes avaient ravivé sa musique. Leur rire avait rempli ses vides. Leur confiance avait reconstruit son courage. Leur amour lui avait rendu son nom. Et les triplés, 3 enfants rejetés par le monde, prouvèrent que même les plus petits cœurs pouvaient guérir les blessures les plus profondes. Elle portait le deuil, oui. Mais elle portait aussi la lumière. Une lumière qui transforma une villa d'ombre en un foyer chaleureux. Des mois plus tard, un soir tranquille, Isabella rassembla les filles près du feu. Sa voix s'éleva, tissant des mondes de magie et d'espérance. Alexander écoutait depuis l'embrasure, la poitrine lourde de gratitude. Elle parla d'un royaume autrefois fissuré par la douleur. D'un château où la musique s'était tue. Mais 3 étoiles étaient tombées du ciel, perdues et frissonnantes. Et lorsqu'elles entrèrent dans ce château, leur lumière fut si forte qu'elle emplit chaque recoin brisé, même les plus sombres. Les filles écoutèrent, les yeux écarquillés. Quand Isabella eut terminé, le silence dura. Puis Ira dit doucement. « C'est nous, n'est-ce pas ?» La gorge d'Isabella se serra. Des larmes brillèrent dans ses yeux. Elle hocha la tête. Plus tard dans la nuit, après que les filles se furent endormies, Alexander et Isabella s'assirent ensemble sur la terrasse. La villa s'étendait derrière eux, rayonnant de vie. Pour la première fois depuis des années, le sourire d'Isabella atteignit ses yeux. « Nous étions brisés », murmura-t-elle, la tête posée contre son épaule. « Mais ensemble, d'une façon ou d'une autre, nous sommes devenus entiers. » Alexander embrassa le sommet de sa tête. Ses yeux fixés sur l'horizon, il murmura. « Nous n'avons pas seulement survécu. Nous sommes renaissants. » Et à cet instant, sous les étoiles florentines, la famille Grant sut quelque chose de profond. Leur histoire n'était pas seulement une tragédie. Ni seulement une survie. C'était une histoire d'amour choisi, d'amour combattu, d'amour assez puissant pour transformer le désespoir en espérance. Car la famille n'est pas toujours liée par le sang. Parfois, elle se forge dans les tempêtes, se scelle dans les tribunaux, et se renforce dans le courage tranquille de ne pas lâcher prise. Alors, que retenir de leur voyage? Que la guérison n'arrive que rarement sous la forme attendue. Parfois, elle vient d'étrangers qui entrent dans nos vies quand on s'y attend le moins. Parfois, elle vient de petites mains tendues sous la pluie. Que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un acte. Ce sont des pancakes brûlés mangés dans la joie. Ce sont des berceuses chantées à travers les larmes. C'est se tenir dans un tribunal et déclarer « elles sont à nous ». Et que, peu importe à quel point nous nous sentons brisés, notre histoire n'est pas terminée. Car, comme Isabella, nous portons tous en nous la possibilité de renaître. Alors si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé la force de l'amour, la résilience du cœur humain, partagez-la. Faites savoir aux autres que les miracles existent, quand nous refusons d'abandonner. Ensemble, gardons ces histoires vivantes.